très heureux d'être là parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter ce topo devant une assemblée d'anesthésistes, réanimateurs. Et vous allez voir que les ultra-endurants, l'ultra-endurance a besoin de vous, mais vous allez voir qu'on a besoin de l'ultra-endurance pour comprendre plein de phénomènes qui nous concernent au quotidien en réanimation. Alors, j'ai un conflit d'intérêts, c'est que je suis pratiquant, donc peut-être qu'il y a des choses que je vois sous un prisme qui n'est pas très honnête, et je vous laisserai me corriger pendant la discussion. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'un sport extrême? La définition, elle n'est pas très claire. Alors dans le sous-titre, il m'avait dit qu'il fallait que je parle d'ultra-endurance, heureusement, parce que s'il avait fallu que je parle de base jump et des conséquences du base jump, ça m'aurait été un peu compliqué, parce que je ne suis pas un expert de la traumatologie. Il n'est pas mort, hein. Ensuite, l'altitude. L'altitude, je connais un peu. Je vous conseille la lecture de ce papier. C'est très rigolo. C'est des anesthésistes réanimateurs londoniens qui sont allés se balader au sommet de l'Everest et qui se sont fait des gaz du sang. Pour la petite histoire, la PO2 moyenne au sommet de l'Everest, enfin 400 mètres en dessous du sommet. Oula, pardon. Hop. 400 mètres en dessous du sommet, c'est 24 mm de mercure. Hein, donc ça c'est intéressant parce que quand on s'affole quand le malade a 42 PO2, vous voyez qu'il y a de la marge. Ensuite, ça c'est la privation de sommeil. Moi j'y connais rien, mais c'est du sport extrême et ça a des conséquences, hein, des hallucinations. Et donc en fait, le meilleur sport pour vous parler d'extrême, c'est l'ultra trail. Pourquoi? Parce que l'ultra trail, c'est à la fois, pardon, je vais un peu vite. Donc c'est à la fois le chaud, le froid, la privation de sommeil, l'altitude, l'humidité, la durée de l'effort, puisqu'il y a des efforts en ultra trail qui vont jusqu'à 150 heures. Et donc on a de quoi parler et voir ce que donne ce stress sur l'organisme. Et donc en fait, pourquoi je vous ai dit que vous avez besoin de l'ultra trail? Parce que l'ultra trail, c'est un nice experimental model, c'est un super modèle de physiologie et de CIRS. On va voir tout au long de ce topo qu'on va faire des allers-retours entre l'AREA et la physiologie, entre la pathologie et l'AREA, et que ça va nous permettre de comprendre plein de choses. Alors c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y a des gens qui avaient pensé avant moi au fait que l'ultra trail pouvait être un bon modèle, puisqu'en 1987, il y a cet auteur qui avait dit que c'était le meilleur laboratoire de stress physiologique au monde, c'était la Western States, qui est une course de 100 miles, c'est le format classique, hein, 100 miles ça fait 160 km, et en l'occurrence 10 000 mètres de dénivelé, c'est aussi une norme classique des bonnes courses. Alors pourquoi associer l'ultra trail à la réanimation? Alors on peut faire très philosophique, parce que c'est un épuisement physiologique qui va se rapprocher d'un épuisement lié à la pathologie. C'est un peu philosophique. Alors, si vous avez 5 minutes à perdre, j'avais écrit un papier en français il y a 10 ans dans la revue qui s'appelait Réanimation à l'époque. Je sais que vous les aimez pas, mais bon, ils ont quand même une revue qui était sympa. Ça s'appelait du sport extrême à la réanimation. Et ça reprend un peu cette philosophie de dire qu'on peut faire un parallèle entre les deux. Et le parallèle, vous le faites tout seul, parce que regardez ces termes qu'on utilise, hyperthermie, immunodépression, privation de sommeil, diarrhée, nausée, vomissement, c'est des termes que vous utilisez tous les jours en réanimation. Et bien à la place de mettre une photo d'un malade de réanimation, je peux vous mettre une photo d'un ultra-trailer. C'est exactement la même chose, vous allez voir. Ils ont des nausées, des diarrhées, de la rhabdomyolyse, de l'hypothermie, des rétentions hydrosodées, de l'insuffisance rénale, de l'hyponatrémie, ils ont tout. Ça, c'est juste un exemple. On avait fait une petite étude à l'arrivée de l'Ultra Trail du Mont Blanc, que vous connaissez peut-être, c'est la course la plus médiatique. En 2009, on avait regardé le bilan d'une douzaine de coureurs à l'arrivée, et je me suis amusé à calculer l'IGS2 du coureur le pire. Et il a un score à 32 quand même, avec une mortalité prédite à 12,8%. Donc c'est quand même des malades, quoi, on peut dire. Alors, tout ça pour dire qu'on va plutôt rapprocher l'ultra-trailer, quand il a fait sa course, parce qu'avant sa course, il est plutôt en forme, à un malade de réanimation qui a une personne saine en pleine santé. Alors, on pourrait s'arrêter là, hein, mais c'est un peu court, donc on va essayer de reprendre la base et on va partir sur des trucs qui vont très très loin de l'ultra-trail, vous allez voir. Alors, l'ultra-trail, est-ce que c'est dangereux? C'est une bonne question, ça. Hein. Pour commencer, puisque je rapprochais de la réanimation, je vous dis que c'est des malades, est-ce que c'est dangereux? Alors, la définition d'un ultra-trail, c'est plus de 42 km, un marathon, et généralement des efforts qu'on dit de plus de 6 heures. On parle d'ultra-trail à ce moment-là.
Alors, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Là, je pense que vous repérez facilement le coureur d'ultra trail versus le type qui fait métro, boulot, dodo ou qui passe sa journée devant les écrans. Je pense que celui de gauche, il est un peu plus en forme que celui de droite. Donc moi, je vais vous dire, c'est bon pour la santé. Mais j'ai un conflit d'intérêt, vous vous rappelez. L'homme est-il fait pour ça? Bonne question. Est-ce qu'on est fait pour courir 100 miles? À votre avis, on est fait pour ou pas? Vous allez voir que oui. Darwin va nous aider à répondre à cette question. En fait, si on reprend l'évolution de l'homme, les premiers hominidés, c'est 7 millions d'années. Homo sapiens, on dit 200 000, mais en fait, vous savez que Jean-Jacques Hublin a découvert au Maroc un Homo sapiens qui a 400 000 ans. Donc c'est 300-400 000 ans. Et Homo erectus, c'est 2 à 3 millions d'années. Et c'est ça qui est important parce que Homo erectus, c'est le premier qui a couru. Et en fait, l'homme, c'est le mammifère, le plus endurant qui existe. Et il n'y a aucun animal qui va plus vite que nous sur 42 km. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel animal, aucun n'est capable de faire 5,8 mètres secondes comme le recordman du monde du marathon qui est proche de 2 heures. Et 5,1 mètres pour une antilope. Vous voyez, on va plus vite qu'une antilope sur 42 km. Et c'est pas forcément évident. Le seul qui va plus vite que nous, c'est le husky. Le husky, vous le mettez dans le désert, il fait pas beaucoup. Donc nous, on est capable de courir partout, longtemps. Et en fait, pourquoi on a cette capacité? Parce que c'est grâce à cette capacité qu'on est devenus les maîtres du monde. C'est parce qu'on court longtemps, qu'on évacue la chaleur et qu'on est capable d'épuiser tous les autres animaux, qu'on a mieux mangé que les autres, qu'on s'est mieux développé, parce qu'on chassait par l'épuisement. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, ça c'est un papier de Nature qui reprend la capacité de chaque espèce à courir et qui montre que globalement, ça c'est la liste de toutes les évolutions de Homo erectus puis Homo sapiens pour être adapté à la course à pied. Et en fait, on a développé, on est des machines faites pour courir. Vraiment, tout est développé pour ça. Et si on regarde le dernier élément qui nous fait être meilleur que tous les autres, c'est que non seulement on est fait pour courir, mais en plus on élimine la chaleur avec la sudation. Et je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a que 3 espèces qui vont suer dans le monde des mammifères. Il y a l'âne, le cheval et le dromadaire. C'est tout, plus l'homme. Les autres, ils vont avoir un refroidissement qui n'est pas par la sudation, et ça fait toute la différence parce que quand vous allez regarder comment globalement on élimine la chaleur, vous savez que nous, notre hot point, le point chaud dans notre organisme, c'est le cerveau. On a un cerveau énorme qui consomme quand même 20% de l'ATP. Donc ça veut dire que le cerveau, il va fabriquer énormément de chaleur. Et cette chaleur qu'il va falloir éliminer, eh ben, notre truffe ne suffisant plus, de la manière contemporaine qu'Homo erectus s'est mis à courir, on a vu qu'il avait perdu ses poils et qu'il s'était mis à suer. Et c'est rigolo parce que c'est grâce aux morpions qu'on a pu dater la disparition des poils et l'apparition d'une espèce spécifique pour les poils pubiens. C'est pas une blague. Et donc, Homo erectus, quand il s'est mis à courir, il s'est mis à développer un système pour suer, pour se refroidir. Et l'avantage, c'est qu'il a pu, grâce à ça, améliorer ses capacités d'évacuation de la chaleur. Et donc, son cerveau a pu grossir sans limite. Parce que la quantité de chaleur qu'on fabrique, quand vous avez un muscle qui fabrique de la chaleur, il le fabrique en plus de l'énergie mécanique. Alors que le cerveau ne fabrique de la chaleur, il ne fabrique rien à côté. C'est juste de la chaleur. Et donc on a la nécessité d'augmenter notre déperdition de chaleur par un radiateur plus puissant que la truffe, qui est la sudation. Et ça c'est important parce que quand, par exemple, vous prenez un patient qui fait un arrêt cardiaque, dans les 3 minutes qui suivent son arrêt cardiaque, la température cérébrale, elle augmente. Parce qu'il n'y a plus le radiateur qui refroidit le cerveau. Donc ça c'est très important. Et donc, comment on tuait les animaux à l'époque? Parce qu'on a été en haut de la chaîne alimentaire bien avant d'avoir les armes. En fait, c'est parce que les animaux, les quadrupèdes, eux, pour se refroidir, ils vont halter. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre par la truffe. Ils ont un système d'échange de chaleur au niveau des fosses nasales. Et en fait, le chaud et le froid, ils le règlent par la truffe. Et un quadrupède, quand il court, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va s'allonger dans la foulée et puis se raccourcir quand il rapproche les pattes. Et quand il fait ça, il ne peut plus découpler sa vitesse ventilatoire de sa vitesse de course. Et donc quand vous le faites courir, il ne peut plus se refroidir. Et donc si vous le faites courir longtemps, vous le tuez. Et donc en fait, les Homo sapiens et Homo erectus avant, pendant des siècles et des millénaires, ils ont tué les animaux par la chasse à l'épuisement. Et c'est en épuisant les animaux qu'ils arrivaient, ils étaient en hyperthermie. Et l'hyperthermie, on a vu juste avant que c'était grave quand même, des fois. Et en hyperthermie maligne, pour les achever, ils avaient juste à
mettre un coup de pied dans la bête et c'était terminé. Donc je vous conseille la lecture de ce livre, qui est magnifique. C'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, il s'appelle Born to Run. Et c'est un journaliste américain qui allait passer du temps avec les Taomana. C'est une tribu mexicaine qui vit encore beaucoup avec la course à pied, qui se déplace quasiment que comme ça. Alors, je vous ai montré qu'on était fait pour courir. Et Tim Noakes, c'est un auteur très connu dans l'ultra-endurance. Il a écrit un édito en 2012, les JO de Londres, sur l'intérêt de l'exercice. Et il montre en gros que l'Homo sapiens modernus, comme je l'appelle, globalement, c'est sa sédentarité qui fait qu'il a des cancers, qu'il a du diabète, et tout ça, c'est lié à notre excès de sédentarité. Donc en fait, non seulement on est fait pour courir, mais on n'est pas fait pour rester sédentaire. Et donc c'est la sédentarité qui est le mal le plus présent dans notre société et qui entraîne des complications que vous connaissez tous. Alors, donc j'ai revisité un peu le schéma de l'évolution pour aller vers un début d'involution. Vous connaissez sûrement Wall-E, hein ? Vous l'avez déjà vu, ce petit film, c'est Pixar, je crois. Eh bien, c'est magnifique, hein, parce que c'est un résumé de vers où on va si on continue à passer notre temps sur notre canapé et derrière nos écrans. Alors, pour la petite histoire, vous y êtes pour rien hein, d'aimer le canapé. Parce que, pourquoi on aime le canapé ? Parce que dans l'évolution, ceux qui n'aimaient pas le canapé, ils passaient leur temps à courir, à faire des trucs, ils grillaient des calories. Sauf que la calorie, elle était chère à l'époque. Et donc, en fait, l'évolution a sélectionné le goût pour ne rien faire. Sauf qu'à l'époque, c'était pour survivre qu'on faisait ça. Aujourd'hui, les calories tombent du ciel, et donc on n'aime rien faire, et on se gave de sucre et de choses qui sont que derrière, on a des pathologies liées à la sédentarité et à l'excès de calories. Alors, courir, c'est bien. Je crois que je vous l'ai montré. Vous ne pouvez pas dire le contraire, même si j'ai un petit conflit d'intérêt. Courir, c'est nécessaire, mais courir des ultras, est-ce raisonnable ? Alors, c'est une vraie question de santé publique parce que je me suis amusé, moi ça fait 12 ans à peu près que je m'intéresse à ce sujet. En 2009, on disait qu'il y avait 40 000 adeptes de l'ultra-trail. En 2018, en 2019 dans Le Point, dans le même numéro que le classement des cliniques, il y avait un article sur l'ultra-trail, ils estiment qu'il y a 900 000 coureurs d'ultra-trail en France. Donc ça a fait x20 en 12 ans. Et il y a un budget marketing de 450 millions d'euros, c'est l'équivalent du foot dans les magasins de style Decathlon. Et c'est vrai que maintenant, vous allez dans un Decathlon, il y a des rayons trail. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Ça. Alors jusqu'où on peut vraiment aller ? Parce que savoir si c'est raisonnable de faire 100 miles, il faut déjà voir jusqu'où on peut aller. Alors là, vous allez halluciner. Donc ça, c'est pour vous montrer que c'est pas récent, hein, l'histoire de l'ultra. C'est un papier de Tim Noakes, justement, le même que tout à l'heure. Et lui, il a regardé un peu dans l'histoire, dans la physiologie, les revues de physiologie, quand est-ce qu'on a les premières descriptions d'efforts extrêmes. Et en fait, la première, c'est 1861, avec 713 km courus par un athlète entre Boston et Washington pour rejoindre les deux villes. Et ça a fait naître, il avait mis quasiment 6 jours, et donc il y a un sport qui est né derrière, c'est les 6 jours, ça existe toujours, hein, il y a des gens qui courent pendant 6 jours non-stop, et ces 6 jours à l'époque, c'était un vrai sport très connu, avec beaucoup d'entrain, et une vraie concurrence, parce que vous voyez, ça c'est le record des 6 jours au cours du temps, et vous voyez dans les années 70, tous les ans, 1870, 14, 76, ainsi de suite, tous les ans, ils battaient le record. Donc il y avait une concurrence entre les Anglais et les Américains. Puis finalement, c'est un Grec qui a mis tout le monde d'accord. Et il a encore le record avec 1127 km en 6 jours. Mais ça, en fait, Tim Noakes, il reprend, il dit, mais c'est peut-être pas le bon... on est loin des limites en fait. Et pour lui, les seules personnes qui ont frôlé les limites de l'ultra-endurance, c'est les explorateurs des pôles, avec Scott et Rasmussen, quand ils se sont tirés à la bourre sur le pôle sud. Et en fait, il a pris le problème à l'envers en disant, mais quelle est la quantité de calories qu'ils ont consommées pour aller vaincre les pôles ? Et vous voyez que, pour vous rendre compte, un 6 jours, c'est 55 000 calories. Le Tour de France, c'est 168 000 calories. Et les explorateurs polaires, c'était plus d'1 million de calories. Récemment, celui qui a un peu... Alors il y a ça aussi qui est un peu délirant, c'est l'Ironman, vous connaissez ? Vous faites x20 et vous mettez tout à l'effilé. Donc les gars, ils font 760 km de natation dans une piscine de 50 mètres, 3600 km de vélo sur un circuit et 844 km sur un circuit, je crois, qui fait même pas 1 km. Le record, c'est 480 heures, ce qui fait à peu près 20 jours d'effort non-stop.
Donc en fait, vous voyez, on a des limites qui sont quasiment illimitées. Hein. Et Stéphane Girard, qui est un coureur assez connu, il a fait le tour de l'Europe, c'était il y a 5-6 ans. Il a fait 27 000 km, 74 km par jour. Il a cramé 1,6 million de calories, ce qui faisait 4 383 calories par jour. Et tous les jours, il a fait 74 km. Donc l'ultra-endurance, l'homme est fait pour. L'ultra-endurance, les limites sont incroyables. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un petit problème, sinon je ne serais pas là. Quand vous prenez, vous le connaissez, notre marcheur favori, j'ai perdu son nom. Voilà. Il gagne souvent, et puis au JO c'était de Rio, il n'a pas gagné du tout. Hein. Il a fini dans un sale état. Et pourquoi à gauche il part dans un état catastrophique, à droite il gagne la course? Alors, en fait, c'est parce qu'on a des éléments qui nous protègent, et c'est ça qui nous sauve et qui fait que l'ultra-endurance n'est pas dangereuse. C'est que si on écoute les éléments de protection, eh ben, comme tout le reste, on les a sélectionnés au cours du temps. Et là, je vais vous parler d'un élément qui est hyper important, ça s'appelle la fatigue. Et la fatigue, vous êtes toujours fatigué? Non. La fatigue, en fait, c'est magnifique, parce que la fatigue, elle nous évite de faire des bêtises, elle nous évite de mourir d'épuisement, mais elle explique aussi plein de choses en réanimation. Et nous, actuellement, avec l'équipe dans laquelle je travaille, qui s'appelle Actif, on a des projets d'amener nos techniques d'exploration de la fatigue sur les patients de réanimation, et on vient de sortir un papier sur ça, et on a fait une étude sur le Covid qui est magnifique. Donc, le but, c'est d'arriver comme ça. Et grâce à la fatigue, ça évite de finir comme certains en réa, comme on le verra plus tard. En fait, la fatigue, c'est un élément de protection qui évite de nous mettre dans le rouge. Alors, on va traverser la fatigue à travers ces différentes composantes, et c'est vraiment un rôle de protecteur et d'autoprotection. Ça, c'est une étude qu'on a fait sur le Tour du Mont Blanc, l'UTMB, avec Guillaume Millet, qui est mon mentor là-dedans. Globalement, je vous résume le protocole très simplement. Avant de partir, on mesurait la puissance de notre quadriceps et de notre mollet. Et on me disait, allez, imaginez j'ai 100 watts, hein, c'est un chiffre qui est pris complètement au hasard. Je vous demandais, tu forces, tu soulèves une jauge. Et à l'arrivée, je te fais faire le même effort, et ben, tu fais plus que 60 watts. Donc on a perdu 40% de notre puissance musculaire. Donc ça veut dire que le muscle est fatigué. Et en fait, dans le même temps, on a une dérive cardiaque. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui ont fait des efforts un peu longs, c'est-à-dire plus de 4-5 heures, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus monter en fréquence cardiaque. Et on peut se dire, bah, le cœur est fatigué, les muscles sont fatigués, tout est fatigué. En fait, tout est lié à la fatigue musculaire. Et à la fatigue, on va voir, il y a deux types de fatigue. Mais globalement, vos muscles, comme ils consomment 40% d'énergie en moins parce qu'ils produisent 40% d'énergie en moins, et ben votre rythme cardiaque il diminue parce qu'il n'y a pas besoin d'amener autant d'énergie aux muscles, autant d'oxygène, puisqu'ils consomment moins. Et donc en fait, ça c'est le vrai rythme cardiaque sur 160 km. Vous voyez, quand on part à 150 de fréquence cardiaque, on arrive, il a du mal à faire 100. Et c'est le type qui finit 3e de la course. Donc c'est vraiment, il n'arrive plus à accélérer son rythme cardiaque. Et cette fatigue, si on la mesure sur l'effort, en fait, on voit que dès quelques heures d'effort, elle apparaît et on a l'impression qu'elle plafonne à peu près à 40%, 35-40% de perte. À partir de 24 heures d'effort, ça bouge plus trop. Et en fait, la fatigue, c'est très compliqué à qualifier. C'est quoi la fatigue? C'est une sensation, y a des questionnaires pour la mesurer, mais là, on va la mesurer de manière objective avec des éléments, avec un banc de mesure. Donc il y a deux parties dans la fatigue, moi je ne connaissais pas avant de m'intéresser à ça. Il y a une fatigue qu'on dit centrale, c'est la commande du muscle, c'est la capacité qu'on a à contracter le muscle. Et il y a la fatigue périphérique qui est la fatigue de la fibre musculaire en elle-même. En fait, la fatigue périphérique, on va l'oublier parce qu'elle représente 5% de la fatigue totale. Et la majorité de la fatigue, elle est centrale. Alors comment on mesure ça? En fait, de manière très simple, c'est que vous allez mesurer la puissance que génère l'athlète, et alors qu'il est en train de forcer à fond, vous lui appliquez une petite stimulation sur le nerf fémoral, et vous regardez ce que la stimulation électrique qui va saturer le système est capable de donner comme vraie force derrière. Et en fait, vous vous rendez compte que vous allez avoir la force volontaire maximum, et hop, une petite remontée derrière qui correspond en fait à la réserve que lui n'arrive pas à stimuler avec son cerveau. Vous me suivez? Ça, c'est ridicule au départ. Il n'y a pas de fatigue centrale. À l'arrivée,
35% des 40% de la fatigue, c'est ça. C'est-à-dire que si je vous fais la même courbe à l'arrivée, c'est ça, et puis là je stimule, et puis hop, je remonte quasiment à ce que j'avais fait avant. Et bien en faisant cette petite manip, on peut quantifier la fatigue centrale du patient. Et en fait, c'est 95% de la fatigue du patient à l'arrivée. Et en fait, ce phénomène, on l'a développé pour éviter de se faire tuer une fois qu'on avait chassé à l'épuisement et qu'on se retrouvait à manger notre bébête. Si un lion arrivait à ce moment-là et qu'on était cuit, eh ben on se faisait manger par le lion. Et donc on a sélectionné dans les milliers d'années qui sont passées les sujets qui avaient cette capacité à acquérir cette fatigue centrale. Mais s'il y a une agression qui vous arrive dessus, vous avez une telle poussée, une telle demande, et vous sollicitez tellement votre cerveau que vous arrivez à aller au-delà de votre fatigue centrale et vous allez vous enfuir et ne pas vous faire croquer. Donc cette fatigue centrale, elle est protectrice et elle évite de mourir de l'agression suivante. Alors Guillaume Millet, il l'a modélisé par une chasse d'eau, il appelle ça le flush model, et je vous la fais courte, mais en gros, au début tout va bien, donc votre chasse elle est vide. Bon. Ouais. Au début tout va bien, la chasse est vide. Avec l'effort, il y a un remplissage progressif qui se fait. Plus vous êtes fatigué, plus vous avez fait d'efforts, plus il faut mettre d'influx pour avancer. C'est vrai que quand vous avez fait une bonne balade et que vous vous posez pendant une demi-heure, repartir c'est difficile. Donc il faut mettre beaucoup d'influx pour y arriver. Et à un moment, quand la chasse elle arrive et qu'elle est tout en haut, on arrive à la réserve de sécurité, on s'arrête. Et si vous faites une petite sieste, vous allez vider votre chasse d'eau et repartir. Et quand vous vous entraînez, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous faites grossir votre chasse d'eau qui est capable de prendre plus d'inconfort et vous allez diminuer la vitesse de remplissage parce que vous allez moins forcer pour faire le même effort. Donc ce système de la chasse d'eau, il s'applique à l'exercice, mais il s'applique aussi à la fatigue de nos patients. C'est-à-dire qu'un patient qui va aller au fauteuil, qui est complètement déconditionné, sa chasse d'eau elle est toute petite. Et quand vous allez le mettre 1 heure au fauteuil, il va être cuit. Il aura complètement rempli sa chasse et il faudra qu'il se recouche pour pouvoir se remettre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à des courses plus longues, en fait, les patients ils sont obligés de dormir quand vous faites 120 heures d'effort. Au bout d'un moment, il faut dormir. Et on se rend compte que la fatigue centrale à l'arrivée d'un effort de 120 heures, elle est plus basse qu'à l'arrivée d'un effort de 40 heures. Parce que le type, il s'est reposé en fait. Alors, la fatigue, c'est bien, mais ce n'est pas toujours salvateur. Donc là, on va passer très vite les complications, et en particulier la fatigue du système immunitaire. En fait, il faut imaginer, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ultra c'est un CIRS expérimental. C'est juste pour vous montrer un exemple. Ce coureur, il a fini 3e de la course du Tour des Géants. Regardez la tête qu'il a à l'arrivée. Je vous ai zoomé sur sa tête. Voilà. C'est jusqu'à 10 kg de prise d'œdème sur ces courses-là. Et là, c'est pour vous, chez un même sujet, la syndrome inflammatoire, vous voyez que c'est tout au long de la course, elle arrivait 100 de CRP, l'année d'après 60, l'année suivante 20. Donc il y a aussi une habituation et l'organisme acquiert une tolérance à ce type d'effort. Donc ça, je compare avec nos patients, on fait l'aller-retour avec l'ARIA, vous voyez, les chocs septiques, ils ont tous des œdèmes, c'est la perméabilité capillaire qui est augmentée et on sait quand on a ça, c'est pas normal. L'hémodilution, on a la même chose. On a mesuré la masse globulaire à l'arrivée de l'UTMB. Les patients, ils sont tous hémodilus. Ils gagnent entre 15 et 20% de plasma. Et on a pendant longtemps dit que c'était de l'hémolyse. En fait, pas du tout. C'est une hémodilution. Il n'y a pas d'hémolyse à l'arrivée. Il n'y a pas de destruction globulaire. Ça, c'est l'ultra-endurance, c'est l'immunité. Donc vous avez ce syndrome inflammatoire, comme dans le choc septique. Puis derrière, vous avez une vallée d'immunodépression. Vous connaissez ça. Les patients sont plus sensibles à l'infection après un choc septique. Eh bien, en fait, on retrouve ce surrisque infectieux après un effort de type marathon. Ils ont comparé les accompagnants des sujets qui couraient aux sujets qui couraient. Le risque infectieux dans les suites de la course est beaucoup plus élevé dans ceux qui ont couru. Donc, on a fait une étude sur la répercussion immunitaire avec Guillaume Monneret des HCL. Et en fait, on a mesuré l'HLA-DR. Donc, l'orateur précédent en a parlé un tout petit peu. J'avais prévu de vous expliquer, mais je vais aller très vite parce que je suis un peu en retard. Globalement, l'HLA-DR, c'est ce qui permet de présenter l'antigène agresseur à notre système immunitaire, et la quantité d'HLA-DR, la masse de récepteurs HLA-DR, plus elle est basse, plus on est immunodéprimé, et c'est le meilleur marqueur qu'on a en réanimation. Et bien, quand on regarde HLA-DR à l'arrivée de l'UTMB, on est effondré, avec des taux, quand on compare à des polytraumatisés, qui sont équivalents. Donc en fait, il y a une réelle immunodépression dans la semaine qui suit, et on a fait du recovery à 1 semaine, ils ont tous récupéré. Donc pourquoi je vous dis c'est intéressant ce modèle? Parce que pourquoi les patients qui font un choc septique qui mettent des mois à récupérer,
et l'ultra-trailer, il met quelques jours à récupérer son immunité, peut-être qu'il y a des pistes à fouiller pour trouver des éléments pour répondre à cette question et stimuler les bonnes voies de l'immunité pour nos patients. Le fatigue musculaire, c'est évident. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il y a une énorme inflammation et que la norme des CPK à l'arrivée d'une course comme ça, c'est largement 10 000. Et là aussi, l'entraînement a un rôle. Vous voyez que ça, c'est toujours le même coureur que tout à l'heure. Il est moins inflammatoire à l'arrivée, mais il a également un taux de CPK à 15 000 la première année où il fait la course, et la troisième année, il n'est plus qu'à 2500. Donc vous voyez qu'il y a une grosse variabilité individuelle, et il y a une grosse variabilité aussi dans le temps avec l'entraînement. Alors le système digestif, c'est intéressant parce que Johan Diniz, il a eu des petits soucis digestifs, hein. On passe vite, mais c'est pas très propre. Globalement, c'est très fréquent, puisque vous avez 23% des patients qui vont présenter sur un ultramarathon des tableaux digestifs, et que c'est la première cause d'abandon au même niveau que les lésions musculo-tendineuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tube digestif, il est sacrifié pendant l'effort. Vous savez, le parasympathique, il est effondré, le sympathique est important, donc on a une chute du débit splanchnique. Derrière, ça entraîne une perméabilité digestive augmentée, ça va entraîner un cercle vicieux avec une inflammation qui va s'emballer et qui est probablement un peu la source de tout ça. Et il y a des vraies colites ischémiques, puisque vous voyez, il y a des colectomies qui sont réalisées avec des patients qui ont des ischémies digestives graves. Il y a même, moi j'y crois pas trop, mais ils décrivent dans ce papier 16% des patients qui font un marathon qui décrivent des rectorragies. Ça me paraît énorme. Dernier point qu'on va aborder, c'est la fatigue de l'hémostasie. C'est l'hyponatrémie, pour parler différemment. L'hyponatrémie, vous savez que c'est quelque chose qui est très fréquent à l'effort. Ça peut être très dangereux puisqu'il y a des morts à l'effort sur l'hyponatrémie liée à l'exercice. Ça, c'est un exemple, hein, un Ironman 2015, un article de journal. Le patient est décédé. Et ça, l'hyponatrémie, je vous la fais très courte, mais il ne faut pas croire que c'est vous qui buvez trop d'eau et que vous ne mangez pas assez de sel comme vous lisez dans toutes les revues de sportifs. Accessoirement, pour votre information, les revues, les solutés qui sont dit plein d'électrolytes, ils ont moins d'1 gramme de sodium par litre, parce que sinon c'est imbuvable. Et 1 gramme versus 0, je ne pense pas que ça fasse une grosse différence. Et par contre, c'est un système en fait d'SI-ADH, c'est-à-dire que l'IL6 qui est sécrété par le muscle qui est en souffrance a une capacité ADH-like qui entraîne un SI-ADH, qui entraîne une hyponatrémie. Et c'est pour ça que c'est violent et que c'est très profond. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même à l'arrivée d'un marathon, il y a 18% des patients qui sont hyponatrémiques, donc inférieurs à 135, et il y en a 0,6% qui ont moins de 120. Et c'est pareil à l'arrivée d'un ultra. Il y a une petite susceptibilité féminine. Bon, ça je passe, c'est ce que je viens de vous dire à l'oral. Le traitement, je vous l'ai mis, si jamais un jour vous voulez mon topo, je vous l'envoie. C'est juste pour savoir qu'il faut faire du sel en bolus chez ces patients. On dit qu'il faut corriger doucement l'hyponatrémie, mais quand il y a des signes neurologiques, des signes respiratoires, il faut titrer l'anatrémie et faire des bolus de sel, 3 grammes par 3 grammes. Donc on va arriver à la fin de mon topo. Ce que vous avez compris, je pense, c'est que l'inflammation, elle est systémique et que c'est le nœud de tous nos problèmes et que ça peut engendrer des problèmes graves. On peut dire qu'il y a un stress rénal qui est lié à la déshydratation potentielle, la chaleur, le fait de mal s'hydrater parce qu'on a des problèmes digestifs. Il y a l'inflammation qui est liée à la souffrance musculaire, qui va être aussi augmentée par la souffrance digestive, la souffrance musculaire. Tout ça, ça fait le lit de nos complications avec des médicaments qui peuvent venir accélérer les choses, et en particulier les INS. Alors, j'avais prévu de vous faire je vous parle juste de cette étude qu'on a menée pour la thèse de Camille Franco à Saint-Étienne, qui s'est amusée à faire une cohorte de 20 patients qu'on a récupérés dans les réas par le bouche à oreille, par des questionnaires sur les coureurs. En fait, on a retrouvé 20 patients sur les 5 dernières années qui sont allés en réanimation après un ultra-trail. Donc, c'est quand même pas anodin, hein. Il y a 13 patients qui ont été dialysés dans l'histoire, et il y a un patient qui a quand même fait 2 arrêts cardiaques, 2 greffes hépatiques. Donc, il a vraiment failli mourir, celui-là. La difficulté, c'est la seule chose que je vous dirais sur cette diapo, c'est que le diagnostic, il ne se fait pas à J0. Ça, c'est les patients qui ont été dialysés. Vous voyez, il y en a 2 qui arrivent à J5 de la course. Et la majorité rentre entre J2 et J4. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le temps que les lésions s'installent. Et le souci, c'est que ces malades, ils ne sont pas référencés par les organisateurs, parce qu'à J5, vous n'êtes plus sur place. Et vous allez consulter dans un service d'urgence ou de réanimation de votre secteur. Les INS, j'ai pas le temps de tout vous dire dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas en prendre. Vraiment pas en prendre.
qu'il y a une surmortalité, enfin une surmorbidité, pas mortalité, mais il y a une surmorbidité quand on utilise des INS dans ce secteur. Et je vous montre juste une diapo qui est très intéressante, c'est l'effet paradoxal des INS sur l'inflammation. Donc ça, c'est la fréquence d'utilisation. Il y a 60% des gens qui en prennent dans certaines courses. Et ça, c'est l'effet paradoxal. Vous voyez, l'IL-6, donc l'IL-6, c'est un interleukine pro-inflammatoire, hein, c'est comme la CRP pour faire très simple. L'IL-6 est plus élevé dans le groupe qui prend l'ibuprofène que dans le groupe contrôle. Et ça, c'est valable aussi pour la CRP, puisque vous voyez que la CRP est à 40 dans le groupe ibuprofène versus 27 dans le groupe sans ibuprofène. Donc il y a un effet paradoxal. Et en plus, les malades, ils ont aussi mal dans les deux groupes. Donc ça n'a aucun intérêt en fait. Il ne faut surtout pas en prendre. Et que ça aggrave la perméabilité digestive, que je vous expliquais tout à l'heure, avec la baisse du débit splantique, il y a une augmentation de la perméabilité digestive, et on a le même phénomène, une augmentation de la libération des LPS dans le sang des patients qui sont sous ibuprofène. Pour conclure, donc Born to Run, voilà, ça se résume dans le titre, je vous conseille vraiment la lecture. Et puis à côté, moi je pense que je vous ai convaincu qu'on avait quand même un vrai stress qui se rapproche de stress de nos patients de réanimation, et que ça fait le terreau des complications, et que l'automédication, et en particulier la prise d'AINS, elle va cacher artificiellement tous les marqueurs de fatigue, de souffrance qui nous feraient nous arrêter, et ça nous fait aller trop loin dans l'effort, mais que globalement, si on respecte nos signaux de souffrance, et qu'on ne va pas trop loin, c'est pas un sport dangereux, mais c'est même plutôt bénéfique à mon avis, et qu'il faut chercher le trou de la sécu ailleurs qu'à l'arrivée des ultra-trails. Voilà. Je mets juste une photo de Guillaume Millet, c'est le professeur de physiologie de Saint-Étienne qui a la chaire actif et sans qui j'aurais rien fait de tout ce que je vous ai exposé aujourd'hui.